Bonjour, dans cette vidéo je continue la correction du partiel DM donné aux étudiants du cours de relativité générale dont vous trouverez les vidéos sur cette même playlist. Donc il y a déjà eu deux vidéos de correction pour l'exercice 1 et l'exercice 2. On en est donc à l'exercice 3, vous trouverez toujours l'énoncé en description sous la vidéo. L'exercice 3 concerne la sphère ronde. Alors, ça fait toujours rire un peu, la sphère ronde, une sphère est toujours ronde. Non, une sphère n'est pas toujours ronde, enfin, elle n'est pas toujours sphérique au sens ordinaire. La sphère, en tant que variété topologique, non munie d'une métrique, non munie d'une connexion, peut avoir tout un tas de formes. En fait, la forme n'est pas définie, la forme n'est définie que par la connexion et la taille par la métrique. Donc, parler d'une sphère ronde, c'est parler de la sphère avec la sphère topologique, si vous voulez, avec la connexion correspondante. Et en l'occurrence, on parle directement de la métrique. Donc, on a une sphère plongée, enfin, la sphère de l'espace euclidien de dimension 3, donc dans R3, avec la métrique euclidienne standard, donc la géométrie euclidienne dans R3, à 3 dimensions, et dedans, on a effectivement une sphère ici, donc, enfin une sphère au sens ordinaire de rayon R, de rayon grand R, le note grand R, et on utilise une carte sur cette sphère qui correspond aux coordonnées sphériques, θ, phi. Évidemment, enfin, les coordonnées sphériques seraient R, θ, phi, mais ici R est fixé à grand R, hein, c'est ça qui définit la variété à laquelle on s'intéresse, et θ et phi sont les angles polaires, enfin sont les angles coordonnées sphériques standards. Donc je vais l'écrire, donc vous vous souvenez, enfin vous avez l'habitude de ça, donc si on prend un point ici qui se projette, alors x, y, z, donc θ est l'angle par rapport à un certain axe, donc prenons l'axe z, et phi est l'angle par rapport à un axe dans le plan orthogonal, ici, et donc voilà le point M de coordonnées r, θ, phi, où r est la distance à l'origine ici. Voilà. Donc sur la sphère en question, on choisit les coordonnées θ, phi. Alors évidemment, on ne peut pas couvrir toute la sphère avec une seule carte, ça c'est une propriété. On ne peut pas couvrir la variété différentielle correspondant à la sphère avec une seule carte. Mais donc il faut exclure certaines parties. Donc on nous dit dans l'énoncé d'utiliser la carte donc θ phi définie comme ça, les coordonnées angulaires sphériques habituelles, et on se restreint, comme d'habitude aussi, à θ entre 0 et pi, non compris, c'est-à-dire que le pôle nord et le pôle sud de la sphère, si on veut comme ça, ne font pas partie, enfin ne sont pas couverts par la carte, parce qu'il y aurait une dégénérescence avec phi sinon, et donc phi donc on le prend entre 0 et 2pi, donc c'est pareil, il y a tout un méridien qui n'est pas couvert, pour éviter sinon le problème de discontinuité qui fait que la carte ne serait pas une bonne carte. Et donc là on a bien un ouvert, hein, donc ça c'est l'ensemble des points, donc la carte couvre un ouvert et aboutit dans un ouvert de R2 défini comme ça. Bon, donc ça c'est les prémices de l'énoncé. Et alors, la première question, qui est la numéro 27 dans l'ordre de ce partiel, nous demande de nous servir de notre intuition euclidienne en coordonnées sphériques à 3D pour écrire la représentation de la métrique induite par la métrique euclidienne 3D. Donc la sphère est plongée dans l'espace 3D, elle est définie en tant que sphère de l'espace 3D, mais on s'intéresse à la géométrie de la sphère intrinsèquement,
Mais l'idée, c'est qu'on hérite, c'est ce qui est dit là, donc la métrique euclidienne de l'espace 3D ordinaire induit sur la sphère une métrique particulière, et on nous demande de l'écrire, cette métrique, dans la base associée à cette carte. C'est-à-dire, avec la base en question, ce sont les vecteurs d sur des phi, d sur des θ, d sur des phi, hein, associés à la carte θ phi. Alors, donc on peut le faire de façon très rigoureuse, on peut le faire avec les mains. Là, c'était vraiment dit de se servir de l'intuition géométrique, donc c'était pour ne pas aller trop loin dans la rigueur. En général, on aime bien écrire quelque chose comme à partir d'un ds2. Alors, j'aime pas trop le ds2 parce que ça suppose que ça, c'est la taille d'un petit vecteur infinitésimal dans l'espace. Or, précisément, c'est ça qu'on n'aime pas, c'est ça qui disparaît en géométrie euclidienne, c'est l'idée qu'il y a des petits vecteurs qui relient deux points, un point M et un point M', et puis on écrit M' comme un vecteur, et puis qui aurait une certaine taille, qui serait sa longueur, et puis quand on fait tendre M' vers M, mais tendre de quelle façon, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Bon, d'abord, un vecteur comme ça n'existe pas, et puis finalement, du coup, on arrive à une longueur infinitésimale qu'on note comme ça, et effectivement, au sein de l'espace R3, dans lequel la sphère est plongée, l'espace euclidien, qui est un espace affine, on peut parler de la norme d'un vecteur, et donc, entre deux points M de coordonnées sphériques r, θ, phi, et un point M' de coordonnées r plus dr, θ plus dθ, phi plus dφ, on peut effectivement déterminer la norme du vecteur en faisant tendre dr, dθ et dφ vers 0, et chacun sait qu'on obtient, pardon, je efface immédiatement ce que je viens d'écrire, mais qu'on obtient donc dr2 plus r2 donc dθ2 plus r2 carré sin carré θ dφ2. D'accord? Donc ça a un sens dans l'espace à 3D. Et alors après, effectivement, il est tentant de se dire... Alors, et donc ça, ce serait associé à une métrique G mu, si vous voulez, ou GIJ, je sais pas, qui, dans l'espace 3D, serait 1 R2, donc métrique diagonale, 1 R2, R2 sin carré θ, comme ça, et puis ensuite, on dit, bon, bah, ok, la sphère correspond, la sphère de dimension de rayon R correspond à juste cette partie-là, où on a fixé petit r égale grand R, et donc on a la métrique recherchée, je sais pas, GIJ égale R2, avec R le rayon de la sphère en question, R2 sin carré θ, et puis les zéros. Voilà, donc ça, c'était acceptable dans le cadre de cette question, parce qu'on avait dit se servir de l'intuition géométrique euclidienne. Donc effectivement, l'idée, c'était pas de faire un long exposé pour obtenir cette partie ce début de question, ce début d'exercice. Mais c'est quand même important de voir que ça, c'est vraiment... c'est pas méga rigoureux. Disons, ça peut le devenir si on utilise une chose que j'ai dite dans un des derniers cours, peut-être bien dans le dernier ou l'avant-dernier, la manière dont on peut induire une métrique par pullback lorsqu'on a une immersion. Et là, typiquement, on a la sphère qui est immergée au sein de l'espace 3D. Il y a une métrique qui est bien connue dans l'espace 3D, voilà, et on peut l'hériter par pullback, en fait, et effectivement, ça donne ça. Donc c'est une façon rigoureuse de le faire. Une autre façon rigoureuse de le faire, d'abord, soit dit en passant, quand on écrit ça comme ça,
et on en déduit la métrique. L'idée là, c'est que ça, c'est le produit scalaire. Ce serait G appliqué, enfin ce serait dr scalaire dr, ça. Un petit dr si seulement les dr existaient. Mais justement, ils n'existent pas. Alors dans un espace affine, oui, on est dans l'espace 3D euclidien, on peut parler d'un petit vecteur d'espace, en l'occurrence infinitésimal ici, donc ça reste des limites, mais on peut écrire G de dr égale, donc R vecteur ici, qui serait le vecteur, qui serait le vecteur x, ux, plus y, uy, plus uz, uz. Pardon, je fais un peu de digression ici, mais c'est pour bien poser les choses et voir où mettre de la rigueur si on veut en mettre, et on veut en mettre. Avec, donc ici, x qui vaut, alors x c'est r sin θ cos phi, y r sin θ sin phi, donc le passage des coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes, et r cos θ. Et puis on peut écrire ça, et ensuite on peut l'écrire comme étant RUR. Donc là c'est le changement de base en fait pour ce vecteur, mais qui est un vecteur d'espace, donc justement qu'on peut définir dans l'espace 3D, mais qui n'a plus aucun sens dès qu'on sort, dès qu'on s'affranchit de la structure affine de l'espace. Mais voilà comment on fait ordinairement. Donc RUR plus... donc il faut regarder Ah non, pardon, en plus... non, mais c'est juste RUR, pardon, excusez-moi. C'est quand on regarde le DR qu'il faut ensuite dériver tout ça et obtenir l'expression de DR comme étant DRUR plus R sin θ défi, UFI, etc. Bon, je ne veux pas non plus faire trop long là-dessus. Vous voyez comment faire. Ce que je veux dire ici, donc je vais effacer ça. Ce que je veux souligner ici, c'est que G de DR, on peut effectivement l'écrire comme ça. Encore une fois, il faut utiliser ici un vecteur d'espace, ce qui n'est pas formidable, où on peut ce qui serait rigoureux si on veut écrire la métrique comme ceci, c'est de réaliser que la métrique c'est un tenseur de rang 2, et donc à ce moment-là, la manière de l'écrire ici, ce serait de dire que c'est dr croix dr plus r2 dθ croix dθ plus r2 sin carré θ dφ croix dφ, où ce dr, ce dφ, ce dθ sont vraiment des éléments de TPM étoile, c'est-à-dire c'est vraiment la différentielle de R qui elle-même est une forme linéaire, c'est-à-dire un covecteur qui prend un vecteur et qui en fait un nombre. Et donc ça, dr, dθ, dφ, c'est la base de T étoile M au point P de coordonnées R θ phi, d'accord, qui est la base duale de la base D sur dr, D sur dθ, D sur dφ, qui est la base de TPM cette fois, base de TPM, c'est-à-dire de l'espace tangent à la variété M au point P de coordonnées R θ phi. Donc c'est comme et ça, oui, donc ça, ce produit tensoriel là, vous savez comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment un objet de rang 2, enfin de rang 0,2, un tenseur de rang 0,2 qui prend deux vecteurs. Donc il applique celui-là au premier vecteur et il multiplie par le résultat de l'application de celui-là au deuxième vecteur. Et pareil pour ici, voilà, pareil partout. Et donc G comme ceci, appliqué à deux vecteurs
mais deux vecteurs en un point, deux vecteurs au point P, pas des vecteurs entre un point et un autre point, ça ne veut vraiment rien dire, hein, vraiment, vraiment rien dire. J'ai appliqué à deux vecteurs en un point, en l'occurrence des vitesses d'une certaine courbe, puisqu'on a vu que tous les vecteurs pouvaient être vus, d'ailleurs c'est comme ça qu'on les a définis, comme des vecteurs tangents, des vecteurs vitesse associés à une certaine courbe. J'ai appliqué à ces deux vitesses, va donner, ou deux vecteurs quelconques, va donner leur produit scalaire, bien évidemment, c'est la fonction de cette métrique. Et donc ça va être... si vous voulez, si le paramètre de la courbe c'est le temps, ça va être la vitesse au carré, hein, G de V, ça vous donne la vitesse au carré, enfin le produit scalaire de la vitesse. La vitesse est bien définie, c'est un vecteur en un point qui appartient à TPM. Vous avez la vitesse, et là, si vous intégrez sur le temps, alors vous donnez une notion de longueur à une courbe. Et du coup, bah, évidemment, si la courbe est sinueuse, si je puis dire, enfin, vous intégrez localement la vitesse, et là, ça vous donne une longueur. Il n'y a pas de longueur avant les vitesses. C'est vraiment le contraire, j'ai insisté là-dessus dans le cours, c'est vraiment le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire. On considère qu'il y a des longueurs, et puis on regarde le long d'une courbe, comment, le long d'une trajectoire, comment la longueur entre le point de départ et, enfin, entre le point qu'on considère et les points suivants varie au cours du temps. Donc on se rapproche, on fait tendre vers 0, et on regarde la longueur parcourue par unité de temps, et si la courbe est différentiable, il y a une limite qui s'appelle la vitesse. Donc on a d'abord la longueur et on en déduit la vitesse. C'est pas du tout ça qu'on fait en géométrie différentielle. On ne le fait pas parce qu'on ne peut pas le faire. Il n'y a pas de notion de vecteur d'espace dont on pourrait prendre la norme. La seule norme qu'on peut prendre avec la métrique, c'est la norme de vecteurs en un point, des vecteurs qui appartiennent à l'espace vectoriel tangent. Mais une fois qu'on a ça, on peut l'intégrer et obtenir des longueurs. Voilà. Donc vous voyez que partir d'une notion de longueur, c'est vraiment contraire à l'esprit. Alors il se trouve qu'on peut le faire là, parce qu'on est plongé dans l'espace euclidien qui a sa structure affine et qui nous permet de faire ça. Et puis après, une fois qu'on a la métrique à 3D, on dit ouais, je m'intéresse à la deuxième partie, c'est les mêmes coordonnées, pouf, Donc c'est vraiment, vous voyez que c'est du bricolage. Alors c'est un bricolage justifié précisément parce qu'on peut procéder proprement, mais c'est quand même important de comprendre que c'est du bricolage, ce qui ne doit pas nous interdire à utiliser ce bricolage une fois qu'on l'a compris, parce que de fait ça marche, et il est normal que ça marche, puisque la métrique qu'on cherche est effectivement la métrique induite par la métrique de l'espace ambiant, par l'immersion canonique, mais bon, c'est bien de faire cette distinction. Bon voilà, donc j'ai déjà passé un peu trop de temps pour juste poser le début du problème. Toujours est-il que la métrique en question, c'est bien celle que bon, tout le monde a écrit spontanément, justement en s'appuyant sur l'intuition euclidienne, et c'était ce qui était demandé, donc là il n'y a absolument aucun problème. Donc j'ai réécrit cette métrique, R2, 0, 0, R2, sin carré, θ. Bien. Ok, alors, la deuxième question de cet exercice était en déduire les coefficients de la connexion de Levi-Civita. Ah oui, juste, pardon, encore parce que ça peut être utile, la métrique de façon euclidienne, enfin donc à 3D, dans la carte euclidienne, on est d'accord que ce serait ça, hein, c'est la métrique euclidienne dans l'espace 3D. Donc si on prend une carte, la carte identité de R3, si jamais notre espace on considère que c'est R3, etc., on a ça, et de là, vous pouvez aussi, alors, donc vous avez la métrique 1, 1, 1, puis des zéros partout, vous pouvez aussi obtenir, là, à nouveau, de manière totalement rigoureuse, la métrique dans une autre base, en se servant des lois de transformation des tenseurs, enfin des coefficients des tenseurs lorsqu'on change de carte. Hein. Donc vous allez avoir dans la carte
R θ phi, dans la carte sphérique, si vous voulez, vous allez, enfin, dans la carte sphérique, je vais noter, ok, je vais noter S comme sphérique, vous allez avoir ici, donc par rapport au coefficient dans la carte, pardon, A, B, dans la carte euclidienne, que je vais noter E du coup, vous allez avoir D, alors c'est E en haut, S en bas, deux fois, parce qu'il y a deux indices en bas, et vous allez avoir A, B, I, J, voilà, DE sur DS, où E c'est E. Là j'appelle E1, E2, E3, X, Y, Z, et puis S1, S2, S3, R, θ phi. Donc vous appliquez ça, vous écrivez ah oui, 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 ça c'est les fonctions coordonnées, donc oui, oui, les dérivés ne sont pas nuls du tout. Vous appliquez ça et vous obtenez ça, très exactement, hein, d'accord. Donc ça c'est entièrement rigoureux. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est à partir de ça, à nouveau de façon pleinement rigoureuse, c'est d'écrire dx, la différentielle dx, x étant une fonction de r θ phi. Quelle fonction de r θ phi? Donc x est une fonction du point, donc vous pouvez en faire une fonction des coordonnées du point dès lors que vous avez spécifié la carte. Donc vous allez avoir dx en tant que, pas en tant que petit élément de longueur, en tant que différentiel de la fonction x définie sur la variété, d'accord. Dx est égal à, enfin vous pouvez l'écrire comme, comme dr plus r sin phi, pardon, x égale r cos, on a dit, non c'est r sin θ cos phi, donc vous écrivez ce que ça fait, donc ça fait sin θ cos phi dr plus, là en tant que différentiel, là du coup ce sont des fonctions de réel, enfin le x est une fonction réelle, donc vous pouvez l'utiliser de cette façon-là, plus, qu'est-ce que donc plus par rapport à θ plus r cos θ cos phi dθ, plus enfin moins r sin θ sin phi d phi, et puis vous faites, ensuite vous écrivez que dx croix dx, ça va être ça croix l'autre, et vous utilisez la distributivité qui va bien des produits tensoriels, et vous allez retomber sur la même chose. Faites-le à la limite, toutes ces petites choses sont pas inintéressantes à faire une fois, et vous allez voir que il est possible effectivement d'obtenir cette expression de la métrique de façon rigoureuse, sans passer par le plongement dans R3. Bien. Alors, pardon. 28. En déduire les coefficients de la connexion Levi-Civita, toujours dans la carte sphérique, on les représentera sous la forme de deux matrices de 2, gamma θ ij et gamma donc phi ij, les deux. Et donc, il s'agit de remplir ici ces deux matrices. Hein, donc ici, on a gamma, θ, θ étant la première variable de cette carte. Ici, on va avoir gamma, θ phi, gamma, θ phi θ, et gamma, θ phi phi. Voilà. Et il faut juste les calculer. Donc, en appliquant la formule qu'on a évidemment montrée dans le cours, qui donne, voilà, je l'ai noté là parce que je ne la connais pas par cœur. Ah, si, celle-là, je la connais par cœur, pardon. Mais, donc, c'est celle que je ne connais pas par cœur, c'est celle qui donne le tenseur de Riemann. Mais donc, là, vous avez gamma ijk qui vaut 1 demi de g i r des ronds J de G RK moins des ronds K de G JR, JR ou RJ c'est pareil, hein, la métrique est symétrique, pardon, plus évidemment, moins
des ronds R de G, JK. Voilà. Donc en appliquant ça à cette métrique-là, hein, donc les seules dérivées non nulles ici sont celles par rapport à θ. R, c'est le rayon de la sphère qui est fixe. Donc par rapport à θ phi, ici, les seules dérivées, c'est par rapport à θ phi, mais en fait, il n'y a que la dérivée par rapport à θ qui fonctionne. Il y a plein de termes nuls, etc. Il suffit de le calculer. Je l'ai refait dans l'exercice d'avant pour le plan euclidien en coordonnées polaires. Je ne refais pas ça en détail ici, mais voilà donc ce qu'on trouve. Faites-le encore une fois pour vous-même, histoire de bien voir comment jouer avec les indices. Mais ce qu'on obtient, c'est donc si, c'est ça. 0, 0, 0, moins cos θ sin θ. Et puis, pour la deuxième, 0, cotangente θ, cotangente θ, évidemment c'est symétrique, hein, et 0. Donc voilà ce qu'on obtient. Bon, très bien. Question suivante. Écrire les équations... non, pardon. Cette connexion dépend-elle du rayon R de la sphère commentée? Donc non, ça ne dépend pas, évidemment, il suffit de regarder, ça ne dépend pas de R. Le commentaire, c'est que la connexion donne... donc ça, c'est les coefficients de la connexion. La connexion donne une forme à l'espace, à la variété, ne lui donne pas une taille, ne lui donne pas une dimension. C'est-à-dire que si vous prenez la sphère et que vous changez son rayon, plus petit, plus grand, la manière dont les vecteurs se transportent parallèlement le long des lignes de coordonnées va être exactement la même. D'accord? Parce que les coefficients de la connexion ne font que donner qu'est-ce que c'est que transporter parallèlement un vecteur le long d'une courbe. D'accord? Parallèlement à lui-même, le long d'une courbe quelconque. Et donc, effectivement, que la sphère soit petite ou grande, si ça c'est une géodésique, vous la prenez plus grande, la même ligne avec les mêmes coordonnées θ et phi sera à nouveau une géodésique. C'est-à-dire que, encore une fois, l'idée de parallélisme est simplement liée à la connexion, et donc la connexion doit être la même, évidemment, quelle que soit la taille de la sphère. Donc il fallait trouver ça, et évidemment, on trouve ça. Tout va bien. Par contre, si vous vous intéressez maintenant à la taille, à la longueur d'une courbe sur la sphère, évidemment, ça va dépendre de la taille de la sphère. Enfin, la longueur d'une courbe reliant deux points de même coordonnées, si la sphère est plus grande, la longueur va être plus grande. Mais pour ça, on a besoin de la métrique, alors qu'on pourrait avoir cette connexion. Alors évidemment, on peut tirer cette connexion de la métrique, ce qu'on vient de faire, mais on peut avoir cette connexion, on peut définir cette connexion indépendamment d'une métrique. Il n'y a pas besoin de se donner une métrique. La connexion est quelque chose, est une structure plus générale, moins forte, moins contrainte, justement, que la métrique. Vous pouvez vous donner une connexion sur une variété différentielle sans vous donner de métrique. Maintenant, si vous vous donnez en plus une métrique, alors vous pouvez vous donner une métrique indépendamment de la connexion, et à ce moment-là, on n'aura pas ce qu'on appelle la compatibilité de la métrique avec la connexion. Mais pourquoi pas? Voilà, on ne fait juste pas ça, évidemment, en relativité générale, puisque donner une connexion compatible avec la métrique, c'est justement ça qui fait que les deux définitions de la ligne droite géodésique, au sens où le vecteur tangent à la courbe est transporté parallèlement à lui-même le long de la courbe elle-même, et le chemin est stationnaire, le plus court ou le plus long suivant les signatures. Ces deux définitions désignent une seule et même réalité, qu'on appelle génériquement géodésique. Donc, vous voyez que si on se donne ça, on a la sphère ronde. Elle est ronde au sens
de toutes les symétries qui vont avec et de la manière, donc, encore une fois, de transporter les vecteurs parallèlement à eux-mêmes. Donc c'est normal qu'on ne retrouve pas R là-dedans. Par contre, R est ici dans la métrique. Si vous faites une longueur des vecteurs, alors oui, R intervient évidemment. Ok, alors, écrire les équations d'une courbe autoparallèlement transportée représentée dans la carte sphérique. Donc c'est toujours la même chose, hein, donc je ne vais pas redétailler. Je l'ai beaucoup commenté dans l'exercice précédent sur le plan en coordonnées polaires. Donc pour une courbe gamma, vous avez gamma de point I plus grand gamma IJK, coefficient de la connexion, gamma point J, gamma point K égale 0. Voilà. Ou gamma, gamma I, c'est en fait donc c'est les coordonnées de la carte. Donc ici on va avoir, donc on a deux coordonnées, donc on va avoir θ de point, donc pour I égale 0, ou 1, première coordonnée, θ de point, plus, alors gamma, donc le seul gamma θ quelque chose qui n'est pas nul, c'est celui qui correspond à phi et phi, donc plus, plus le gamma, donc moins cos θ sin θ, phi point, donc phi point carré si vous voulez. Ok, et puis pour le deuxième, on a phi de point. Alors là, il y a deux termes, et évidemment, il y a la symétrie, donc plus deux fois, et là, il y aura θ point, phi point. Hein, d'accord, première coordonnée, deuxième coordonnée, ou l'inverse, et puis cotangente, justement, de θ égale 0. Donc voilà les équations, l'équation géodésique qui définit une géodésique, une courbe autoparallèlement transportée. Très bien. Vérifier qu'un méridien de la deux sphères phi égale constante satisfait cette condition. Donc si on a phi égale constante, donc sur la sphère, on se déplace le long d'un méridien, voilà, n'importe lequel. Donc si phi égale constante, à l'évidence, ce phi point est nul, ce phi point est nul. Donc ça c'est vérifié parce que phi point est nul, phi 2 point est nul, et ça, ah oui, vérifier, oui, voilà, très important, c'est quelque chose que j'ai souligné, que ce n'était pas demandé dans l'exercice précédent avec la courbe en coordonnées polaires. Vérifier qu'un méridien est une telle courbe moyennant un choix adéquat de paramétrisation. C'est-à-dire que si phi point égale constant, donc ça c'est vérifié, on est d'accord. Par contre, on a θ de point égale 0. Et ça, est-ce que c'est vérifié? Justement, ça dépend. Donc θ c'est la coordonnée le long du méridien. Et est-ce que θ de point égale 0? Ça dépend du paramètre. Ici, le point, rappelez-vous, le point, c'est d sur d lambda. Enfin, c'est d sur la variable. Il n'y a qu'une variable, donc on se déplace le long de la courbe gamma de R dans la variété lambda donne gamma de lambda. Donc c'est le point de coordonnées lambda. Et donc ces dérivées ici sont des dérivées par rapport à lambda. Eh bien ce qu'il faut, c'est se déplacer le long du méridien de telle façon que la dérivée de θ soit, la dérivée seconde soit nulle, c'est-à-dire que θ soit alpha lambda plus bêta, quoi. Enfin, ou si vous voulez plus θ0, quoi. Enfin vous partez de quelque part. Et puis vous vous déplacez, il faut que θ, l'angle, donc l'angle sphérique, l'angle poloïdal, varie de façon linéaire avec le paramètre. C'est-à-dire qu'il faut y aller à vitesse constante, en fait, à vitesse angulaire constante, si vous voulez, en θ. θ point doit être constant. Si vous accélérez ou ralentissez, alors il ne sera plus vrai que la dérivée covariante du vecteur vitesse tangent à la courbe
dans la direction de ce vecteur vitesse tangente, donc dans la direction de la courbe, il ne sera plus vrai que ceci est égal à 0. Or, c'est la condition de la géodésique. C'est ça qui se traduit par ces deux équations-là. Enfin, c'est-à-dire par celle-là de manière générale. Donc, si vous accélérez le long du méridien, ou vous ralentissez, etc., vous n'allez plus avoir ça. Alors, vous allez certes avoir quelque chose qui va être proportionnel avec gamma, mais ce ne sera plus une courbe autoparallèlement transportée, parce qu'il faut que ce soit nul ici. Donc, vous voyez qu'il y a besoin d'un paramétrage particulier pour que ceci soit vrai, et tous les changements de paramètres de type affine, c'est-à-dire avec l'équation linéaire ici, conviennent, mais pas n'importe quel paramètre non plus. Il ne faut pas qu'il y ait d'accélération. Bon, j'ai déjà beaucoup commenté ça sur la dernière vidéo, mais c'est vraiment quelque chose d'important, et c'est pour ça qu'on parle de paramétrage affine. J'ai mentionné le cas en relativité générale où on paramètre avec le temps propre, ou pour une particule de masse nulle, on ne peut pas paramétrer par le temps propre, mais il y a une notion de paramètre affine qui est liée à ça, justement. Ok, donc ça c'est fait. Même question, c'est-à-dire vérifier qu'on a une géodésique, enfin une courbe autoparallèlement transportée. Même question pour l'équateur de la deux sphères. Donc l'équateur de la deux sphères, c'est l'équateur, c'est θ égale pi sur 2. D'accord, on se balade sur l'équateur, θ égale pi sur 2. Et si θ égale pi sur 2, donc θ est une constante, donc θ, ça c'est 0, ça c'est 0, θ égale pi sur 2, donc on a cos égale 0. Donc celle-là, elle est évidemment vérifiée, et celle-ci est vérifiée à condition que phi de point soit égal à 0. Et donc à condition à nouveau que phi point soit donc alpha lambda plus un certain phi 0, peu importe. Et donc il faut se promener à vitesse constante le long de l'équateur. Bon, évidemment, en réalité, alors c'est caché derrière le choix de carte particulière, mais évidemment un méridien ou l'équateur, c'est la même chose, d'accord, d'un point de vue géométrique sur la sphère. Donc si l'une est une géodésique, l'autre l'est aussi. En tout cas, voilà ce qu'on a. C'est effectivement une géodésique. Vous voyez par contre que si vous suivez une courbe θ égale constante, c'est-à-dire un parallèle ici, ce qu'on appelle un parallèle, n'est-ce pas, sur la Terre, si vous suivez un parallèle qui n'est pas l'équateur, c'est-à-dire à ce moment-là, vous n'avez pas cos θ égale 0 et sin θ égale 0, alors vous avez θ égale constante, mais pas égale à 0, et donc vous allez avoir ça qui est nul, d'accord, mais ça, ce ne sera pas nul, et cette équation ne pourrait être vérifiée que si phi point égale 0. Mais si phi point égale 0, déjà que vous avez, donc ça veut dire que phi reste le même, et θ reste le même, donc ça veut dire que vous avez, c'est juste un point, c'est pas le méridien évidemment, phi point ne peut pas être nul. Donc, cette courbe-là, un méridien, n'est pas une ligne autoparallèlement transportée. On a l'impression qu'on va tout droit comme ça quand on regarde sur une carte de la sphère, on a l'impression que c'est une ligne droite, quoi, le méridien. Oui, mais non, c'est pas une ligne droite, c'est pas du tout une géodésique. Sur la carte, c'en est une, mais la carte ne dit rien. En réalité, c'est pas une géodésique et on va pas tout droit. Quand on va de Paris à Tokyo, on va pas tout droit. Si on veut aller tout droit, il faut faire ça. Voilà. Il faut suivre un grand cercle. Bon, vous savez tout ça géométriquement, mais c'est pas désagréable de le retrouver formellement. C'est très simple, hein, à partir des équations géodésiques. Ok. Alors ensuite, rappelez la définition de la longueur d'une courbe. Ok. Essayer d'effacer le moins de choses possible. Rappelez la définition de la longueur L de gamma d'une courbe gamma quelconque sur une variété différentielle métrique. Bon, vous savez tout ça, c'est exactement ce que j'ai décrit avant, c'est-à-dire que la longueur d'une courbe peut être obtenue comme l'intégrale de la vitesse paramétrique sur le paramètre. Donc, j'écris là, longueur de gamma, c'est la somme le long de gamma. Donc, si gamma, mettons, va de A à B,
dans M, eh bien, vous allez intégrer sur le paramètre des lambda eh bien, de la vitesse. La vitesse qui est donc G de V gamma au point gamma de lambda, virgule, bon, tant pis, je l'efface celui-ci, bon, si on a besoin, on écrira, V gamma de lambda. Et vous voyez que là, je n'ai pas fait apparaître de carte particulière, racine de ça, parce que ça donne la vitesse au carré. Voilà la définition de la longueur en question. C'est la vitesse le long de la courbe au point où on se trouve pour un paramètre donné. Et puis, donc, ceci est la norme de cette vitesse, la norme au carré, la racine, c'est la norme de la vitesse, et on intègre sur le paramètre, qui est le temps ou autre chose, et on obtient la longueur de la courbe. Ok, donc ça c'est la définition, très bien, il fallait juste la rappeler. Et c'est important, hein, évidemment, de la connaître. Alors, montrer que si... Ah, alors, oui, ça c'est bien. Montrer que si on a une fonction mu, alors du coup, là, implicitement... Oui, c'était dit d'ailleurs dans l'énoncé, hein, donc il n'y a pas de... C'était dit qu'on a une courbe qui est paramétrée de 0 à 1. Bon, très bien. Si on a une fonction mu de 0,1 dans 0,1, qui est bijective et monotone, ouais, en fait, oui, c'est un peu idiot si elle est bijective. Alors, j'ai dit qu'elle était lisse, donc elle est évidemment continue. Si elle est bijective, elle ne peut pas ne pas être monotone. D'accord? Donc je vais de 0 à 1. Enfin, c'est pas faux, mais c'est un peu redondant. Lambda mu de 0 à 1. L'idée, c'est que alors, soit sa dérivée est positive, c'est-à-dire elle est monotone, elle pourrait être croissante ou décroissante. Si elle est tout le temps croissante, évidemment, la valeur la plus petite doit correspondre à la valeur la plus petite, donc on part d'ici, et la valeur la plus grande doit correspondre à la valeur la plus grande, forcément. Sinon, ce ne sera pas atteint, ou alors ce n'est pas monotone. Et donc, on peut avoir une fonction quelconque comme ça, mais ce qu'on dit ici, c'est qu'elle doit être bijective. Oui, alors, donc justement, si elle est bijective, il ne peut pas y avoir un truc comme ça. Puisque du coup... voilà, ce point-là aurait 3 antécédents ici, et du coup, elle n'est pas monotone non plus. On voit bien que c'est évidemment lié. Alors, la seule chose, c'est qu'il pourrait y avoir néanmoins un moment où on est une dérivée nulle. C'est un point d'inflexion, en fait. Une dérivée... oui. Enfin, oui, un point d'inflexion. Une dérivée nulle ici, ce ne serait pas forcément gênant. On va voir quand même qu'il faudrait le traiter séparément, mais l'idée, j'aurais peut-être dû dire strictement monotone, c'est-à-dire que la dérivée soit toujours strictement positive ou strictement négative. Donc par contre, voilà, on pourrait aussi faire quelque chose comme ça. Alors, c'est quoi l'idée derrière? On va le montrer algébriquement, mais enfin, de façon analytique. Mais l'idée derrière, c'est que donc, vous avez votre variété, et puis vous avez une courbe sur la variété, et vous pouvez parcourir cette courbe, donc au paramètre lambda égale 0, et puis vous arrivez là au paramètre lambda égale 1. Vous pouvez parcourir cette courbe avec à une certaine vitesse de paramètre, mais vous pouvez changer, alors vous auriez toujours mu égale 0, mu égale 1. Vous pouvez aller plus vite au début, puis ralentir, puis plus vite, puis ralentir. Donc vous changez le lien entre le paramètre et la position où vous êtes, mais l'idée de ce monotone, c'est que vous ne revenez pas en arrière. Auquel cas, ce ne serait pas bijectif, ou ce ne serait pas monotone, c'est-à-dire à un moment, quand le paramètre mu augmente, le paramètre lambda décroît. Donc vous voyez que tout ça est lié. Donc l'idée vraiment derrière ça, c'est que si vous parcourez la courbe
toujours dans le même sens, sans retour en arrière, alors la longueur totale parcourue sera la même. Peu importe pour la longueur de la courbe, que vous y allez vite, puis doucement, etc. Ou, enfin, quelle que soit la façon dont vous la parcourez, vous avez la même longueur, à condition de parvenir en arrière si vous comptez plusieurs fois le même trajet. Alors, donc si la fonction est croissante, ça donne ça. Si la fonction est décroissante, c'est juste que vous partez d'ici, vous partez du point d'arrivée, vous arrivez au point de départ, mais c'est pareil, peu importe, la longueur sera la même. Évidemment, on veut que ce soit ainsi, sinon c'est pas une bonne notion de longueur, ça c'est clair. Et donc, la question de cet exercice, c'était de montrer formellement que, effectivement, si on a un autre paramétrage de la même courbe, enfin de la même trajectoire, de la même trace sur la variété, on a la même longueur. Donc, ça revient à faire un changement de variable, simplement. Donc, ce qu'on nous demande formellement, c'est d'écrire que L de... oui, alors, donc ça, ce serait gamma lambda, et puis ça, ce serait... alors, ça, ce serait... oui, gamma lambda, et ça, ce serait gamma mu. Hein, c'est-à-dire la courbe paramétrée par mu, qui n'est rien d'autre que gamma lambda rond mu moins 1 en fait. Donc, ouais, 2 lambda et ça donnera le gamma de mu. Non, gamma de... non, oui, c'est ça, il faut mu de lambda. Bon. Ok, donc c'est juste, on fait le changement de paramètre. Alors, comment montrer ça formellement? Bah, alors, en écrivant ici que ceci, en fait, n'est rien d'autre que G mu nu. C'est quoi la coordonnée de la... enfin, les coordonnées des vitesses dans une carte quelconque? Je me mets dans une carte pour exprimer ce... pour exprimer cette intégrale en termes de nombres, mais peu importe la carte. Hein. Je vais avoir donc ici somme de 0 à 1 de d lambda g mu nu, racine de g mu nu, donc si je suis dans la carte x, peu importe, hein, x point, c'est-à-dire, je vais mettre en toutes lettres, dx sur d lambda mu, dx nu sur d lambda, donc c'est la composante nu du vecteur vitesse. Donc ça c'est bien un nombre réel, hein, d'accord? Donc là c'est la dérivée au sens ordinaire. J'ai cet objet-là et je l'intègre. Et donc évidemment, si je passe de lambda à mu, je vais avoir un d lambda, enfin j'ai des mu sur des lambda qui vont mu prime de lambda, d'accord? La dérivée en question, mu prime au sens ordinaire, enfin de la dérivée. Donc j'ai des lambda qui vaut d mu sur mu prime de lambda. Oui, tout simplement. Et donc et ça, justement, il n'y a pas de problème si mu prime ne s'annule pas. Alors si mu prime s'annule en un point, on peut découper l'intégrale en sommant jusqu'au point où ça s'annule et puis en faisant la somme derrière. Et évidemment, donc la longueur totale sera la somme des longueurs. Donc c'est pas un problème. Mais sinon, le plus simple, c'est de se dire, on essaie d'être strictement monotone. Et dire que c'est bijectif implique que vous ne pouvez pas rester longtemps, c'est-à-dire vous ne pouvez pas rester, vous pouvez passer par un point où la dérivée est nulle, mais vous ne pouvez pas stationner, c'est-à-dire, enfin, oui, bref. Ok, donc si on fait ça, enfin, franchement, cet exercice, il n'y a rien du tout, hein, c'était juste pour voir comment ça se met en œuvre, mais... vous remplacez des lambda parce que ça vaut ici, et donc, alors j'aurais pu le faire dans l'autre sens, passer de mu à lambda plutôt que de lambda à mu, enfin peu importe, c'est peut-être pas le meilleur sens ici, mais allons-y. Donc vous allez avoir des lambda ici, donc vous allez avoir je le mets en rouge, vous allez avoir un d mu sur mu prime,
Et puis ici, le d lambda, donc ça va être des mu en bas, et puis vous avez un mu prime carré en haut, mu prime carré en haut, et donc si vous le sortez de la racine, égale somme. Alors, je le fais en supposant que mu prime est positif, en premier temps, donc du coup, le mu minimum, enfin mu de 0 c'est 0, et mu de 1 c'est 1, donc j'obtiens ça, des mu sur mu prime, mais fois racine de mu prime carré, qui est mu prime si mu prime est positif, donc on obtient racine de g mu nu dans la même carte, hein, c'est pas changer le paramètre, ça change pas la carte évidemment, dx mu... Ah, c'est très intelligent d'avoir mis des mu en indice. Pardon. IJ. Ok. Ok. Pardon si ça induit une confusion. Voilà. Donc on a dit là sur des mu maintenant. Sur des mu. Ben voilà. Tout court. Et ça, c'est bien la longueur de la courbe paramétrée par mu. Ok, par définition. Et donc maintenant, si en fait on a mu prime négatif, alors le racine de mu prime carré, c'est pas mu prime, c'est moins mu prime, mais dans le changement de variable, le 0 devient un 1, et le 1 devient un 0, et donc on a le moins ici qui vient du mu prime. Donc dans tous les cas, après en redressant, enfin en inversant les bornes, on fait disparaître ce signe moins et on retrouve bien la même chose. Bon, petite subtilité, d'ailleurs que peu d'entre vous, je parle aux étudiants qui ont fait le partiel, ont souligné. Bref, qu'à cela ne tienne. Donc voilà, dès lors qu'on a un changement de paramètre bijectif, monotone, la longueur de la courbe n'est pas affectée. Très bien. Alors, du coup, calculer la longueur d'un méridien de la deux sphères et montrer qu'elle est indépendante du méridien choisi. C'était vraiment trivial aussi. Il s'agit d'écrire... Donc alors, oui, ok. Le méridien, donc on a vu que c'est le méridien, c'était phi égale constante. Phi égale constante. Donc ici, on a g θ θ point carré plus g phi point carré. Mais évidemment, ça... c'est 0, et donc on a ici, alors g θ c'est R2, donc on a somme, alors par contre on va intégrer, si on intègre le méridien, alors je n'avais pas précisé si c'était, enfin oui, un méridien normalement c'est que le demi, ça va du pôle nord au pôle sud, ça continue derrière, mais c'est un autre méridien, stricto sensu. Donc prenons la demi-trajectoire ici, enfin un méridien, ok. Donc θ va de 0 à pi. Alors vous noterez que ces deux points ne sont pas dans la carte, hein, je l'avais précisé, mais c'est juste un point, donc ça ne change pas la longueur. Enfin, si vous rajoutez un point à une courbe, c'est évidemment de mesure nulle, donc de longueur nulle, enfin, au sens ordinaire, donc il n'y a pas de difficulté ici. Donc g θ point carré, donc ça c'est dθ sur d lambda au carré, soyons très explicites. Donc on a somme de 0 à pi de d lambda, ça c'est R2, donc racine de R2, donc voilà, donc R dθ sur d lambda, clac, clac, égale somme de 0 à pi de R dθ égale R pi r. Et pi r, c'est bien la moitié de 2 pi r, c'est bien la longueur du méridien au sens ordinaire. Donc voilà, ça marche. Donc vous voyez, mais alors ce qui est important, c'est que ici, ça c'est une longueur qui est calculée
intrinsèquement sur la variété. D'accord? Il n'y a pas besoin de considérer cette variété comme étant plongée dans l'espace à 3 dimensions. Parce que, ordinairement, quand on vous fait calculer ce genre de choses, calculer la longueur d'une courbe, vous allez découper de façon infinitésimale. Donc voilà, je le fais comme ça, ce méridien-là. Vous allez prendre ici un petit dl que vous allez écrire comme étant égal à r dθ. Ce petit dl étant la norme du petit vecteur infinitésimal ici, vu de l'extérieur. Et vous allez l'intégrer, évidemment, on retrouve la même chose, enfin, petit r ici, grand R. Ça a l'air d'être le même calcul, mais conceptuellement, c'est complètement différent. Là, vous avez une longueur définie dans un espace extérieur avec la métrique euclidienne, etc. Tel qu'on l'a fait là, une fois qu'on a, on a défini la métrique qu'on considère, qui n'est pas la métrique euclidienne du tout, elle est héritée de la métrique euclidienne sur la sphère, mais la sphère n'est pas un espace euclidien, bien évidemment. Et donc, cette métrique, elle est ce qu'elle est, et elle permet de calculer n'importe quelle courbe exactement de cette façon-là. De calculer la longueur de n'importe quelle courbe définie sur la sphère, sur la variété quelle qu'elle soit, il n'y a pas besoin de l'imaginer plongée dans un espace extérieur. Il y a 1000 façons de plonger S2 dans un espace extérieur. En l'occurrence, cette métrique correspond au plongement standard d'une sphère dans un espace R3 euclidien, etc. Mais vous voyez, c'est vraiment important de voir qu'on a calculé ici une longueur d'un objet qui est défini intrinsèquement en étant ce qu'il est. On pourrait complètement ignorer que cet objet-là représente une sphère de rayon R, évidemment. Alors on a l'habitude, on sait que ça, oh oui, ça ressemble à la métrique A2D d'une sphère plongée à 3D, mais je vous donne une variété avec une métrique, sauf cas extrêmement particulier, on n'a aucune intuition de à quoi pourrait ressembler la surface en question. Je suis à 2D, si j'étais à plus grande dimension, c'est encore pire, mais même à 2D, à quoi pourrait ressembler la surface en question plongée dans un espace plus grand. Et du coup, on pourrait calculer une distance dans l'espace plus grand dans lequel c'est plongé et en déduire. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué en réalité. Ici, on donne une variété, une métrique, et ça suffit pour... Et une courbe donnée. Donc la courbe donnée, c'est une courbe simple, c'est celle-là, ok, d'accord, pour θ égale 0 à pi. Eh bien, on peut calculer sa longueur indépendamment de toute référence à quelque intuition géométrique externe que ce soit. Voilà, donc c'était pour réfléchir à toutes ces choses-là que j'ai posé cet exercice, par ailleurs analytiquement trivial, bien sûr. Ok. Montrer que... Oui, d'accord. Ok. Alors, calculer les coefficients du tenseur de courbure de Riemann. On pourra rappeler les symétries du tenseur par permutation d'indices et s'en tenir à indiquer les coefficients non nuls et indépendants. Donc là, je sens que je vais être très flemmard. Donc, le tenseur de Riemann, je vais vous rappeler, c'est cette formule-là que je ne connais pas par cœur, je devrais, mais... voilà, c'est pas le cas. Donc, le tenseur de Riemann, R, A, B, I, J, enfin, vous prenez les indices que vous voulez. Je crois que c'est ça que j'avais donné dans le cours. En tout cas, c'était ça qu'il y avait dans mes notes de cours. Donc, si je n'ai pas changé pendant le cours, c'était ça. Donc, D sur DXI de gamma BJI moins D sur DXJ de gamma D sur DXJ de gamma A BI. Hein, et donc vous voyez les symétries apparaître hein, déjà si vous changez dans la mesure où vous voyez que c'est antisymétrique c'est antisymétrique en I et J, bien évidemment. Hein, ça se voit là-dessus, c'est le même terme avec un signe moins, d'accord? Si vous inversez I et J, plus gamma K
BJ gamma A KI moins gamma LBI gamma A LJ. Voilà, donc il y a bien du A en haut, BIJ en bas partout. Le K ici est muet, le L est muet, et donc tout va bien. Bon, c'est la formule en question. Et là, il y a juste à calculer. Il y a juste à calculer et ça me fatigue un peu. Donc on a, oui, d'autant que j'en ai effacé la moitié. Bon, on pourrait peut-être en regarder un. On peut regarder, alors il y en a un qui n'est pas nul. Donc R θ phi. Puisque avec un peu de chance on n'aura besoin que de celui-là. Oui, on n'aura besoin que de cette matrice-là avec le gamma θ. Allez, on en fait un. C'en est un qui n'est pas nul. Voyons ce que ça donne. Donc, des ronds... Alors, ici, le A, c'est θ. Donc, on va avoir des ronds... Et par ailleurs, la seule dérivée qui n'est pas nulle, c'est pour I égale θ. Enfin, I égale la première variable θ. Donc ça va être simple. En fait, ils sont tous simples. Hein. C'est vraiment, j'ai juste un peu de flemme là tout de suite, mais donc c'est sur des ronds θ de gamma θ. Alors le B ici c'est phi de toute façon, et le J c'est phi aussi. Donc c'est justement ce terme-là, le gamma θ phi phi. Donc ça c'est ce terme moins. Alors, D sur DXJ, donc le XJ, c'est phi. Donc, rien ne dépend de phi, donc ça dégage. Ça, et puis voilà, après, il y a les termes non dérivés. Donc, gamma, donc plus gamma, alors, K, oui, non, oui, c'est là que je vais avoir besoin d'autre. θ, donc je vais avoir θ, θi, et le I c'est phi, gamma et le B c'est phi, et le J, non, J c'est phi aussi, ok. Ah, bon bah ça va, oui, donc ça c'est le premier terme quand K égale, ça c'est K égale θ. Et maintenant, il y a le même pour K égale phi. Phi, 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 gamma, phi, θ, phi. Donc ça, ces deux-là, c'est celui-là. Et puis, il y aura moins quelque chose. Voyons déjà ça, parce que j'ai déjà plus de place. Lui, le gamma θ phi, il vaut 0, puisqu'il n'y a que le gamma θ phi phi qui n'est pas nul. Donc ça dégage. Et ici, alors j'ai pas les gamma phi, mais je l'ai toujours sur ma feuille, c'est... donc ils sont... Bon, c'était 0, cotangente θ, cotangente θ 0. Donc le phi phi vaut 0, et le θ phi, c'est lui qui n'est pas nul et qui vaut cotangente θ. Ok. Ok. Moins pareil, sauf que qu'est-ce qui a changé ici? C'est que donc le B est le même, donc c'est les deux derniers, enfin le K et le L jouent le même rôle, donc c'est le JI qui devient IJ, donc en fait, ah oui, mais donc... oui, et ben en l'occurrence c'est symétrique ici, et donc on va avoir moins la même chose, finalement. Donc tout ça va dégager au total, il y aura moins, et alors il reste à voir si ça donne bien ce que c'est censé donner, et je le vois poindre, oui, j'espère. Donc d sur dθ de ce truc-là, ça fait... Donc d sur dθ, je dérive le premier, le moins cos θ, ça fait du sin, donc ça fait du sin carré θ. Non, donc je me suis trompé, ok. Sin carré θ, moins cos carré θ. Ok, donc ça fait moins cos de θ, et c'est pas ce qu'on doit trouver.
on doit trouver sin carré θ. Donc c'est qu'en fait là je suis allé trop vite et que ça s'éliminait pas. Bon, désolé, j'ai pas noté les étapes intermédiaires parce que je voulais pas le faire du tout en fait. Je me suis lancé quand même. Le nez au tableau, c'est jamais une bonne chose. Bon, ça marche. Je vais vous dire ce qu'on trouve. Ah non, si. Oui, non. Oui, on doit trouver ici sin carré θ. Donc ouais, bah j'ai fait... Ça veut dire que tout ça, ça doit faire cos carré θ en fait. Donc là, on a cos... Là, on a cos θ sur sin θ, hein, c'est ça, cotangente θ. Ah, mais... Non, mais pourquoi j'ai écrit cos θ ici? Cotangente θ. On a dit que ça, c'était nul. Donc, ils sont tous nuls. Ah oui. Gamma phi, c'est 0. Non, pardon, donc ça... Donc, tout ça, c'est 0. Bon, tout ça, c'est 0. Et l'autre aussi ou pas alors? Bon, je vais être obligé. Donc tout ça, c'était. Lui, il est 0. Ok. Je vais écrire l'autre quand même. Et on va voir. Si vous en avez marre, j'imagine que vous avez déjà passé la vidéo. Enfin, sauté ce bout de calcul. Donc gamma. Donc on a. Alors pour L égale θ, on a gamma θ. On a vu que I c'est θ. Et J, c'est phi. Donc dans cette expression, ça fait gamma. Alors ici, on a pour L égale θ d'abord. Donc gamma θ et B c'est phi. Bon, il suffit de remplacer. Donc B c'est phi θ. Ça y est, θ phi θ c'est 0. Donc ça c'est 0. Et il reste l'autre. Donc maintenant pour L égale phi. L phi θ, ça c'est pas nul. Gamma de A. A c'est θ. Phi. Et J qui vaut phi. Ah, phi. Oui, donc ça c'est effectivement pas nul ça. Ah, ça va marcher. Ça va marcher. Voilà, ça marche. Donc, pardon, je suis allé bien trop vite. Il faut juste poser les choses proprement, calmement, le faire sans s'affoler. Donc, gamma phi θ, ça c'est cotangente θ. Et ça, c'est-à-dire c'est cos θ sur sin θ. Et ça, c'est moins, donc fois, moins cos θ sin θ. Et vous voyez exactement arriver ce qui doit arriver. C'est-à-dire que tout ça, ça fait moins cos carré. Avec le sigma ici, ça fait plus cos carré. Voilà. Et donc, clac, clac, il reste sin carré θ. Voilà. Bon, donc en fait, si, ça marche. Enfin, forcément, ça marche. Mais... c'est pas si douloureux que ça. Il faut juste avoir le courage de l'écrire une fois pour toutes. Bon, je vais quand même pas faire les suivantes. On a ça, je vous donne les autres. On a, pour mémoire, oups. Hop. Donc on a ça qui vaut sin carré θ. Et oui, bah alors, avec les symétries attendues, on a ça. Ça vaut moins celui-là. Donc c'est-à-dire celui-là vaut moins sin carré θ. Et par ailleurs, on a R phi
θ phi θ qui vaut 1 équivaut donc moins r phi θ θ phi. Voilà, donc faites le calcul, vous allez trouver ça. Et tous les autres sont nuls. Donc c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué, voilà. Bon, ok. On approche de la fin. Calculer les coefficients de tenseur de courbure de Riemann. On pourra, ok. En déduire l'expression du tenseur de Ricci, puis la valeur du scalaire de Ricci en chaque point. Donc ça, c'est important de se souvenir, évidemment, de la définition du tenseur de Ricci. RIJ, c'est R A, I, A, J, si vous voulez. Donc c'est la trace, mais en contractant le premier indice et le troisième du tenseur de Riemann. Ok, donc il suffit de le faire. Donc ça veut dire que c'est R θ I θ J plus R phi I phi J, puisque il y a deux variables, θ et phi. Donc on cherche cette matrice-là à partir de ces valeurs-là. Alors voyons, donc tous les autres termes, tous les autres que ces quatre-là sont nuls. Donc ça va être facile. Donc ici on a θ, θ, le seul qui n'est pas nul en θ, θ, c'est le phi, phi. Donc on a, donc on a R phi, phi qui vaut donc sin carré θ plus un R phi phi. Est-ce qu'il y a un R phi phi qui n'est pas nul? Non, donc c'est tout. Donc on a R phi phi qui vaut sin carré θ. On a R θ θ. Donc j'ai besoin de 4 nombres. Hein. R phi phi, R θ θ, R θ phi et R phi θ. R phi θ, R phi θ, c'est donc I égale phi et J égale θ. I égale phi et J égale θ. Là, j'en ai un là. Et c'est tout. Donc j'ai celui-là. Et il vaut... Ah oui, non, mais il est juste pour θ phi, pas pour θ θ. Donc non. Donc il n'y en a pas. Donc R θ θ égale 0? Eh ben oui. Et puis R θ phi égale 0 aussi. Non. Attendez, non, oui, donc il y a une erreur, donc ça ne doit pas faire 0 ici. Donc R θ phi c'est bien 0 et R phi θ c'est bien 0. Mais là on doit trouver 1. On doit trouver 1. Donc qu'est-ce que j'ai raté ici? R θ θ. R θ θ c'est pour I égale θ et J égale θ. I égale θ et J égale θ. Ah bah si, il est là. Ah oui, il est là, justement. I égale θ et J égale θ, on a le phi-phi. Oui, oui, oui. Donc I égale θ, J égale θ. Phi-phi, c'est OK. Par contre, θ, θ, non. Et donc ça, c'est bien égal à 1. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Bon, voilà. Et puis celui-là est nul. Et donc on a finalement la matrice RIJ qui vaut 1 sin carré θ, 0. 0. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, ça fait R2 fois G, J. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. En fait, on est ici dans une variété maximalement symétrique de courbures, symétrie sphérique, de courbures positives en l'occurrence. Mais on peut montrer ce genre de choses de façon générale, le lien entre le tenseur de Ricci et le tenseur métrique. Quand on a une variété à courbure constante, en fait à courbure scalaire constante, on a ce genre de choses. Justement, la courbure scalaire, c'est ce qu'on nous demande après. Donc à nouveau, se souvenir de la définition.
la courbure de Ricci, je vais la noter comme ça pour ne pas confondre avec le rayon R de la sphère, donc je la note comme ça, ou Ricci. Ricci égale, bah c'est la trace de cette matrice-là. Donc c'est G, I, J, R, I, J, enfin la trace. Pardon, c'est toujours... Non, c'est la trace en ce sens-là, mais GIJ ici, c'est pas... GIJ, c'est pas la matrice identité. Très attention, hein. GIJ, c'est quoi? Ça, c'est GIJ avec les indices en bas. Donc GIJ avec les indices en haut, c'est la matrice inverse. Et la matrice inverse de ça, bon, les diagonales, c'est trivial, c'est 1 sur R2 et 1 sur R2 sin carré θ. 0, 0. Et donc, il faut faire cette matrice. Alors, oui, enfin, c'est ça. Donc ici, les deux, c'est pas un produit de matrice ici, hein, parce que c'est les mêmes termes. Donc c'est la trace du produit en question. Donc, mais calculons directement les coefficients. On a donc le Ricci ici, c'est égal, donc je remets là, Ricci est égal à donc pardon, c'est pas R, c'est θ et phi. G θ θ, R θ θ, plus G phi phi, R phi phi. C'est ça que ça veut dire, d'accord? En ce sens-là, c'est la trace. Et la trace avec, pas la trace de la métrique qu'on lit comme ça. Hein. Sinon, d'ailleurs, comme vous le verrez, ça ne dépendrait pas de R. Or, évidemment, la courbure scalaire, qui mesure la courbure de la sphère, elle dépend de son rayon. Oui. Alors, elle en dépend comment? Ben, bien, voyons tout de suite. G θ θ, c'est 1 sur R2 fois R θ θ qui vaut 1. Donc ça, c'est 1 sur R2. Plus G phi phi qui est ça, fois R phi phi qui est ça, donc plus à nouveau 1 sur R2. Et voilà, et ça fait 2 sur R2. Et alors là, vous vous dites, ah bon, pourquoi c'est pas... Alors donc bien sûr, la courbure scalaire, c'est en dimension, enfin physiquement, si vous pensez à la courbure de Gauss, c'est l'inverse du carré d'une longueur. Effectivement, plus le rayon de la sphère est grand, plus la courbure locale en un point est faible et petite. Alors peut-être vous êtes surpris de voir ce 2-là, mais ça c'est un résultat général. Après tout, pourquoi pas, hein. Ce qui est important, c'est que c'est inversement proportionnel au carré de la longueur ici, du rayon. Et ce 2, en fait, si vous faites la même chose en dimension n, ce 2, en fait, c'est n facteur de n-1. Donc on peut montrer ça pour une sphère de rayon R en dimension n. On a le tenseur de Ricci qui vaut ça, et vous voyez qu'il est effectivement constant, il ne dépend pas de θ et de phi, il ne dépend pas de où on se trouve sur la sphère, c'est la propriété de la sphère, la courbure est constante, c'est un espace homogène, vous allez n'importe où, c'est le même espace, donc voilà. Voilà la réponse à la question. En déduire l'expression de tenseur de Ricci, puis la valeur du scalaire de Ricci en chaque point de la sphère. C'est fait. Voilà, donc ça termine la correction de l'exercice 3. Est-ce que j'ai le temps? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, donc je vais m'arrêter là. Et puis je corrigerai la fin cette fois. Il reste 2 exercices, dont un très court et l'autre très court. Je ferai les deux suivants dans la vidéo précédente, un peu plus tard pour moi aujourd'hui je pense, et dans la vidéo suivante. Si vous avez des questions particulières, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Lorsque je les vois, j'y réponds. Je ne les vois pas toujours, mais la plupart du temps, oui. Et puis, bonne révision pour ceux qui révisent. À bientôt.